Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct dans cette conférence en ligne dédiée à l'impact de la crise sur l'export et sur les stratégies de rebond que nous allons mettre en place dans les prochaines semaines. Cette conférence est co-organisée par GoExport depuis le Canada et Marex International ici en France. Et voici vos deux conférenciers. Tout d'abord, Gilles, le directeur de Marex International. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. Bien, je suis Gilles Galin-Frandade, donc le directeur de Marex International. Donc depuis un peu plus de 35 ans, donc Marex accompagne et coach des PME françaises, mais également des ETI pour rentrer sur les différents marchés internationaux. Ah, il semblerait que Gilles a quelques petits soucis de connexion. Alors, service export externalisé clé en main dans tous les pays du monde. Nous proposons également cette prestation à certains partenaires à l'extérieur de la communauté européenne et également de la France. Logiquement, je suis 60% de mon temps à l'étranger. Évidemment, pour l'instant, j'ai plutôt le plaisir d'être ici à ce webinaire. Voilà. Donc, je laisse la parole à mon confrère et collègue Louis-Philippe. Bonjour Louis-Philippe. Oui, bonjour à tous. Je suis Louis-Philippe Bourgeois, cofondateur de GoExport. Tout comme Marex, depuis 13 ans, nous accompagnons des entreprises, essentiellement des entreprises québécoises et canadiennes sur des marchés d'exportation, beaucoup tournés vers les Amériques. Et aussi aujourd'hui, grâce à des collaborations avec des groupes comme Marex, Salveo et autres vers des marchés d'exportation tels que l'Europe, l'Asie et même certains marchés africains. Alors, ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci de l'initiative au groupe Marex et à nos collègues de Salveo également pour l'organisation de ce webinaire. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Alors, durant cette conférence, nous vous invitons réellement à poser toutes vos questions et à interagir dans le chat. Toutes ces questions, on va les recueillir au sein de la présentation et nous y répondrons dans une demi-heure. Du coup, en fin de présentation, on prendra toutes vos questions, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous laisse tous les deux avec vos intervenants et je vous souhaite une très belle conférence. Bien. Eh bien, tout d'abord, nous avons effectivement fait un premier constat qui est que quand on regarde les perspectives mondiales suite au développement de ce Covid, on vous présente une petite carte qui montre que personne n'est vraiment à l'abri. Bon, bien entendu, tout ce qu'on va vous dire reste bien entendu sujet à des développements ultérieurs, tout ça en fonction de ce qui va se passer au niveau des mesures de confinement, aux mesures, je dirais, de la virulence du virus, et de toutes les crises sociales et financières malheureusement à venir. Nous avons essayé de résumer dans ce petit tableau la situation actuelle. Comme vous pouvez le voir, la plupart des pays avancés vont être très touchés dans leur croissance en 2020. La seule petite chose optimiste que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que la croissance mondiale pour 2021 est prévu entre 5 et 6%, comme on peut le voir ici, en fonction des différents instituts et organismes, ce qui nous donne quand même une note d'optimisme. Et on voit aussi qu'il y a quand même certaines zones, dont notamment l'Asie ou certains pays d'Afrique, qui restent encore un petit peu, je dirais, protégés des différents problèmes rencontrés aujourd'hui. Et que c'est également effectivement une possibilité d'optimisme dans tous nos pronostics et dans toutes nos prévisions. Alors, dans un premier temps, quand on regarde l'Europe, on a une situation qui est très contrastée. On a des marchés qui sont complètement à l'arrêt, comme l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, voire la France. Nous avons des cas, effectivement, parmi nos exportateurs de sociétés qui, par exemple, sur l'Espagne, devaient installer des machines dans une usine donc espagnole. La commande est en passe d'être annulée. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que ça va devenir. Et effectivement, on n'est pas très optimiste là-dessus. De même, certains secteurs sont complètement à l'arrêt en Europe, notamment en Allemagne ou au Royaume-Uni. Principalement, surtout parce que nous avons au jour d'aujourd'hui des fournisseurs de grand 1, de tier 1, qui sont principalement fournisseurs donc de l'aéronautique et de l'automobile, pour lesquels les commandes sont au niveau 0.
Donc là, on est, je dirais, vers des secteurs où ça va vraiment très très mal. Par contre, on a aussi d'autre part certains pays sur lesquels, au jour d'aujourd'hui, on peut réaliser encore des affaires intéressantes et sur lesquels des débouchés potentiels existent. Il y a notamment, par exemple, l'Allemagne qui, certes, si elle est complètement sinistrée au niveau automobile, peut nous proposer des solutions intéressantes au jour d'aujourd'hui dans le domaine, par exemple, tout ce qui est sous-traitance plastique pour le design de différents objets. Nous avons, nous, aujourd'hui, par exemple, dans le domaine de la fabrication de produits plastiques, beaucoup de demandes, et notamment dans le design pour des cafetières, des choses comme ça. C'est la même chose, par exemple, en Scandinavie. Nous avons aujourd'hui un fournisseur de matières premières pour toute l'industrie des circuits imprimés qui conserve de gros volumes, que ce soit au Danemark, en Finlande ou en Suède. De même en Europe de l'Est, qui sort de son confinement ou qui est plus ou moins confiné au jour d'aujourd'hui. Je pense à la Pologne notamment, où nous avons des demandes et des livraisons en cours dans l'industrie des cartes électroniques, pour des machines et des demandes qui sont relativement pressantes, puisqu'on nous demande de pouvoir livrer au mois de juin. Donc ces secteurs sont surtout l'électronique, l'industrie pharmaceutique, la santé, le médical évidemment, et tout ce qui est technologie innovante, tout ce qui suit, notamment l'industrie, la 5G, l'intelligence artificielle. Globalement, on peut dire quand même que les entreprises exportatrices françaises, en tout cas, aujourd'hui réalisent à peu près 60 à 65% de leur chiffre d'affaires export, et que plus de la moitié déclarent vouloir aujourd'hui poursuivre complètement leur effort à l'export. Alors, est-ce que c'est la même chose en Amérique du Nord et au Canada? Là, je vais laisser la parole à Louis-Philippe qui vous en parlera mieux que moi. Alors, merci Gilles. Un peu comme ça peut se passer sur certains marchés européens. Ici en Amérique du Nord, particulièrement au Canada, il y a des secteurs qui sont plus touchés, évidemment, que d'autres secteurs. Comme vous savez, les secteurs pétroliers, qui est extrêmement important, surtout dans l'Ouest canadien, a été durement touché, pas exclusivement au Canada, évidemment. Ici, on est un des principaux producteurs pétroliers au monde. Donc, ça affecte considérablement l'économie de l'Alberta. Déjà, c'est un secteur qui se portait pas très bien avant la crise qu'on connaît aujourd'hui. Et tout comme l'Europe, certains secteurs ont été plus durement touchés, secteur du service, notamment avec la fermeture des entreprises non essentielles. On exclut de ça des secteurs moins touchés comme les services professionnels, scientifiques ou techniques, évidemment, qui ont, durant cette crise, connu plutôt une accélération de leurs activités. Secteur du transport, évidemment, qui est touché à l'exception du transport des marchandises dites essentielles également. La frontière canado-américaine, qui est une des plus grandes frontières et des plus importantes frontières d'échanges internationaux, a été maintenue ouverte pour les services essentiels et le transport routier. Et vous connaissez pour les participants canadiens l'importance de l'ouverture de cette frontière et de l'accord de libre-échange avec les Américains pour maintenir le commerce entre les deux pays. Évidemment, la fabrication, secteur manufacturier touché dans son ensemble, sauf pour les services essentiels. Par ailleurs, le gouvernement a annoncé et va annoncer aujourd'hui les mesures de déconfinement graduel pour les industries. Donc, les manufactures vont être parmi les premières visées par la réouverture des activités de fabrication au Canada, tout comme aux États-Unis d'ailleurs. Évidemment, l'agriculture, foresterie, pêche qui est durement touchée, beaucoup en raison aussi de la main-d'œuvre où une partie notamment de l'agriculture ou de la cueillette en période estivale au Canada se fait par des travailleurs étrangers.
Donc, on parle de dizaines de milliers de travailleurs étrangers qui sont admis au Canada temporairement pour assurer la cueillette durant la période estivale. On parle principalement des travailleurs provenant d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale. Donc, les gouvernements, ils travaillent actuellement pour réouvrir ou ouvrir la frontière, du moins, à ces travailleurs-là qui sont nécessaires par dizaines de milliers. Évidemment, le commerce de détail, tout comme vous en France, a été durement affecté, à l'exception, évidemment, de ce qui est service essentiel, encore une fois. Donc, on parle épicerie, quincaillerie et autres. À droite, vous voyez les secteurs moins touchés. Évidemment, les services publics, tout comme vous en Europe, j'imagine, je connais pas la situation entièrement en Europe, mais ont été les moins affectés avec la mise en place ou le maintien des services publics, évidemment, la mise en place de mesures visant à assurer, par exemple, l'éducation à distance ou autre. Un des secteurs les moins touchés, qui est important quand même au Canada, c'est l'exploitation minière, qui demeure extrêmement important pour l'économie canadienne et qui a été parmi les moins touchés, bien que je ne veux pas généraliser, mais de façon générale, l'exploitation minière et l'exploitation de matières premières a été parmi les secteurs les moins touchés au Canada. Je vous parle très rapidement. Je ne sais pas si on a perdu Gilles. Gilles disparaît souvent. On a au Canada... Ah, le voilà. Tu es notre dose d'exotisme au Canada ici ce matin, Gilles, donc ne nous quitte pas. Quelques mesures qui sont très similaires probablement à ce que vous avez en Europe, mais je fais un tour très rapidement. Des mesures qui ont été prises par les différents gouvernements pour assurer une reprise le plus rapidement possible et surtout offrir aux entreprises des mesures qui vont leur permettre de passer à travers la crise. Donc, on a vu les gouvernements reporter notamment les paiements d'impôts, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises, jusqu'au 31 août. Normalement, nous devrions avoir payé nos impôts dans quelques heures et remis au gouvernement pour les particuliers et les entreprises là, selon leur année fiscale. Donc, il y a eu un report. Programme de crédit aux entreprises qui permet notamment aux institutions publiques qui financent un peu les équivalents de BPI, donc BDC et EDC, d'offrir des 10 milliards en soutien aux entreprises, principalement dirigés vers la petite et la moyenne entreprise. Des programmes tels que des programmes d'achat de prêts hypothécaires assurés par les gouvernements qui visent à maintenir ou à injecter des liquidités dans le marché hypothécaire au Canada. Et parmi l'une des plus importantes mesures qui a été mise en place par le gouvernement canadien, c'est une subvention salariale de 75%. Donc, le gouvernement subventionne jusqu'à hauteur de 75% pour les entreprises admissibles, évidemment, les salaires des employés. Donc, c'est une contribution directe du gouvernement qui vise à maintenir en poste un maximum d'employés dans les entreprises qui sont toujours actives, et ça pour une période de 3 mois et rétroactif au moment de la clôture des activités ou du ralentissement important des activités à la mi-mars. Donc, c'est une mesure qui est extrêmement importante, là, qui vise à garder les gens en emploi dans les entreprises. Le gouvernement du Québec qui est également un peu dans le même ordre d'idée. Je vais très rapidement. Donc, des programmes d'aide d'urgence pour des questions de liquidité, de fonds de roulement, évidemment. Un programme important de 100 millions de dollars qui est presque déjà épuisé, si je ne m'abuse, qui permet aux entreprises également de maintenir en emploi des employés et aussi d'offrir des formations qui sont presque entièrement subventionnés. Donc, on reviendra tout à l'heure, mais ça fait partie des stratégies que l'on met en place, nous, à la fois d'offrir des subventions et de bénéficier également de subventions dans un moment où il y a certains ralentissements d'activité dans l'entreprise. Donc, pour former nos employés ou encore pour offrir des formations, notamment en exportation ou en développement d'affaires internationales à des entreprises qui connaissent également certains ralentissements d'activité, mais qui maintiennent en poste des employés. Évidemment, il y a des programmes de prêts, garanties de prêts.
toutes les modalités d'assouplissement, de remboursement également de prêts ou d'investissements qui avaient été faits par des organisations publiques telles que Investissement Québec ou encore par des fonds d'investissement comme le Fonds des travailleurs, le Fonds de solidarité des travailleurs de la FTQ. Évidemment, il y a aussi des mesures qui ont été mises en place pour accélérer le traitement des demandes de crédit d'impôt qui peut générer aussi des liquidités ou du fonds de roulement aux entreprises. Et tout comme le gouvernement du Canada, il y a une harmonisation entre les provinces et le gouvernement fédéral pour le report des paiements d'impôts ou des acomptes provisionnels, donc des acomptes d'impôts payés en avance par les entreprises, et ça jusqu'à la fin du mois d'août, au début du mois de septembre. Donc, ce qui donne aussi du souffle, notamment sur les liquidités des entreprises. Très rapidement également, je vous parle du gouvernement des États-Unis qui a aussi mis une série de mesures en place, des programmes qui sont gérés par la SBA, le prêts aux entreprises qui peuvent aller jusqu'à 7 millions de dollars pour de l'accès à du fonds de roulement ou à des liquidités. Ce qui est intéressant aussi des États-Unis, c'est qu'ils ont mis une série de mesures en place pour maintenir et favoriser les exportations. Je vais vous éviter vous épargner en fait les détails, mais vous avez ici 4 assistances à l'exportation dont les entreprises américaines bénéficient. Donc, le gouvernement américain a mis en place une série de mesures pour aider les entreprises exportatrices à maintenir leurs activités et à être bien positionnées au moment de la reprise économique sur le marché américain. Et évidemment, une série de mesures de prêts, de subventions, d'allègement de dette pour protéger la masse salariale, donc une approche très similaire au gouvernement canadien de maintenir les emplois ou les employés en poste par le biais de mesures fiscales ou de prêts qui leur permettent de maintenir en place un maximum d'employés dans leurs entreprises. Finalement, il y a aussi ce qu'on appelle le CARES Act qui a été adopté par report de la production des rapports d'impôts de 2 mois. La majorité des États américains ont suivi le pas également en ce qui concerne les impôts. Des extensions de délai de paiement pour les taxes sur la masse salariale, évidemment une série de crédits d'impôts remboursables propres au régime américain là, pour les congés familiaux, congés de maladie, les salaires qualifiés. Puis il y a eu aussi, tout comme au Canada, des suspensions d'audits, de taxes et de certaines demandes d'informations pour accélérer les processus administratifs visant à mettre la main sur ces fameux crédits d'impôt-là dans un délai plus rapide. Alors voilà, à toi, mon ami Gilles. Très bien, je te remercie, Louis-Philippe, pour cet exposé très clair. Alors, effectivement, en Afrique, on a aussi une situation qui est un petit peu contrastée. On s'aperçoit qu'on a quand même un certain nombre de contrats qui se poursuivent dans des domaines qui sont effectivement tout à fait spécialisés, comme donc tout ce qui est énergie, électrification. Par exemple, en ce moment, nous poursuivons l'électrification du Bénin et nous livrons régulièrement chaque semaine un certain nombre de conteneurs à destination du Bénin. Mais là, effectivement, le bémol, c'est que quelquefois, il nous en manque un, il nous en manque deux. On a des problèmes pour obtenir les documents, on a des problèmes pour passer en douane. Mais dans l'ensemble, on y arrive quand même. De même, on peut intervenir aussi, par exemple, sur le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, au niveau de la santé, des hôpitaux. C'est des choses qui se font encore. Bon, par contre, on a aussi des doutes. Les doutes, c'est généralement que comment vont évoluer les systèmes de santé. Un petit chiffre, en France, nous avons 12 000 lits en réanimation. Enfin, on avait. En Côte d'Ivoire, il y en a 50. Donc, ça pose tout de suite, effectivement, l'étendue du problème. Et de même, il y a, par exemple, sur le continent africain, à peu près 30 000 cas de mort dus au paludisme donc chaque mois. Ce qui fait que on peut se demander véritablement si la pandémie va être traitée de manière correcte au niveau des États.
Ensuite, il y a de nombreux États qui sont financièrement dépendants à la fois du pétrole. On peut prendre l'Algérie, le Nigeria, le Ghana. Ce sont des pays dans lesquels le pétrole compte pour à peu près 80% de leur économie. Et également, ils sont totalement dépendants du cours mondial des matières premières. Si on prend le cas du Bénin, par exemple, le coton, qui peut effectivement leur sauver la mise, est aujourd'hui donc à son cours le plus bas. Et puis enfin, on peut avoir, si les gouvernements ne réagissent pas, des crises graves sociales, parce que il y a beaucoup effectivement de travaux et de salariat, je dirais, noirs ou gris dans ces pays. Et donc, la baisse de niveau de vie peut effectivement entraîner de très graves conflits sociaux sur place. Mais néanmoins, on peut quand même rester relativement optimiste parce qu'aujourd'hui, il y a assez peu de Covid. Petit chiffre, 0,7% des cas de décès dus au Covid dans le monde, en Afrique, alors que l'Afrique représente 17% de la population mondiale. Il y a quand même des mesures de couvre-feu qui ont été prises, qui ont été prises à temps. Il y a beaucoup aussi de financement international, de dons qui aident les Africains en ce moment. Et c'est vrai que les gouvernements ont pris conscience qu'il fallait aider leur population. Donc ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, on a encore quand même beaucoup de choses qui se font. On a des demandes sur la Côte d'Ivoire, sur la RDC, où là, notamment dans le domaine de l'électrification, de tout ce qui est santé et autres, on a des perspectives qui sont loin d'être nulles et qu'il faut continuer à exploiter. Voilà. Donc, ça veut dire que, globalement, on peut encore faire des choses à l'export, on peut rebondir à partir du moment où on prend les choses dans le bon sens, et c'est ce que va nous expliquer dans un premier temps aussi mon confrère Louis-Philippe, à qui je laisse de nouveau la parole. Oui, merci Gilles. Avant d'aborder peut-être les éléments d'opportunité ou de stratégie en tant que tel, évidemment, ce qu'on vous présente ici, c'est certains d'entre vous avaient probablement déjà mis en place un certain nombre de mesures dans vos entreprises et plus particulièrement pour les entreprises de services avec vos clients ou encore les organisations publiques ou parapubliques. Mais il reste que je pense que de ce qui se fait actuellement ou encore quelques exemples également qui ont été mis en place avec nos clients ou par nos clients peut être utile là, à la réflexion. D'abord, évidemment, pour préparer le rebond, Gilles, comme moi et comme d'autres parmi vous, travaillent avec des entreprises relativement traditionnelles ou manufacturières qui ont des stratégies de marketing qui sont en place depuis plusieurs années, qui fonctionnent, qui donnent de bons résultats, évidemment, en dehors de périodes de crise comme celle qu'on vit aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on a été appelés, évidemment, comme entreprise, mais aussi pour le compte de nos clients, à revoir nos stratégies, différentes stratégies. Comme Gilles, notre métier est de représenter les entreprises sur des marchés d'exportation, donc de se déplacer. Le contact humain est extrêmement important dans la réunion aux affaires à l'international. Et aujourd'hui, on est comme vous tous confinés et on doit revoir évidemment un certain nombre de stratégies. Évidemment, d'abord les stratégies marketing. C'est une période extrêmement, je pense, intéressante aujourd'hui pour revoir nos stratégies de marketing interne ou les stratégies qu'on met en place pour le compte de nos clients. De notre côté, chez GoExport, on a profité du moment qui nous est imparti où les activités sont un peu plus ralenties pour confier des mandats à des employés chez nous de réflexion au niveau de notre stratégie marketing, de notre positionnement, et on le fait également pour le compte de clients. Donc, à titre d'exemple, on a un client que l'on devait accompagner dans 3 foires commerciales aux États-Unis entre le mois de mars et le mois de mai. Foires commerciales, évidemment, qui ont été annulées. Et au moment où le client, hésitait à poursuivre les activités avec GoExport, on a mis en place une stratégie de remplacement des foires commerciales. Donc, on lui a proposé une stratégie qui allait d'abord utiliser les outils que nous connaissons de webinaire ou autres outils pour se rapprocher de ses clients existants. On a profité aussi de l'occasion pour mettre en place une stratégie
pour lui permettre de rencontrer virtuellement ou à distance l'ensemble des cibles qu'on avait déjà identifiées comme étant de potentiels clients sur ces foires commerciales-là. On travaille actuellement à aménager même ces présentations virtuelles de façon à ce que les gens se retrouvent un peu comme dans une foire commerciale. Je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives de ce type-là, mais je dirais pour animer le webinaire de façon plus dynamique et plus intéressante. Évidemment de revoir également sa stratégie de promotion marketing qui était mise en place en prévision des foires commerciales. Donc aujourd'hui, on a proposé de mettre en place une une soixantaine de rendez-vous à distance, soit en groupe ou individuel, par semaine pour remplacer les stratégies qui avaient été mises en place pour ces 3 foires commerciales-là qui devaient être probablement ou générer en tout cas probablement entre 25 et 40 % de son chiffre d'affaires des prochains mois de la prochaine année. Donc, c'est une période pertinente, en tout cas, pour revoir, revisiter également les stratégies qui ont été développées par nos clients sur le plan marketing. Évidemment, 2 aspects qui nous concernent plus particulièrement, l'analyse et validation de marché et les ventes, le développement des ventes. Évidemment, la validation de marché, c'est quelque chose qui, dans notre métier, est extrêmement important pour bien comprendre les marchés et aussi permettre à nos clients d'adapter leur stratégie à des nouveaux marchés d'exportation. On insiste sur le fait que les marchés vont être en transformation, on le sait tous, les industries vont être en transformation, les réseaux de vente, les réseaux de distribution vont connaître des transformations dans les prochains mois et sur le fait que plus les entreprises vont être informées des changements qui, dans certains cas, seront permanents sur les marchés, plus les entreprises vont être en mesure de rebondir sur ces marchés d'exportation-là. Donc, au-delà d'entretenir la relation à distance avec les distributeurs ou les clients, d'avoir une compréhension la plus approfondie possible des changements ou des transformations des marchés est, à notre avis, quelque chose à prendre en considération dans une stratégie de rebond. Évidemment, d'analyser les sales channels actuels et surtout futurs. Plusieurs de nos clients vont voir des distributeurs avoir des enjeux financiers, à ne plus pouvoir les accompagner, par exemple, sur des marchés publics pour des questions de liquidité, de ne plus pouvoir percer des marchés en raison de manque de personnel, de manque de liquidité pour avoir du personnel, des vendeurs, du soutien technique ou autre. Donc, cette période-ci est pour nous importante et on a plusieurs exemples de clients qui ont décidé de poursuivre ou de commencer du travail de validation de marché. Idem au niveau des ventes. Évidemment, une veille client, je pense que tout le monde le fait. Faire en fait d'avoir une information le plus exacte possible sur la situation de chacun de nos clients, mais de mettre en place une veille permanente en fait sur nos clients, sur leur situation, sur l'évolution de la situation chez chacun de nos clients. Et je pense quelque chose qui est fortement recommandable. Aussi de penser aux stratégies futures avec ces clients-là. De revoir aussi nos stratégies de vente qui bien souvent sont des stratégies soit d'opportunité ou encore des stratégies où on va se déplacer pour vendre nos produits, nos services sur des marchés d'exportation. On sait très bien que dans les prochains mois, tout ça va être chamboulé. Donc, il faut mettre en place ces stratégies pour externaliser une partie des ventes en quelque sorte. Évidemment, on prêche pour notre paroisse, mais il reste que des équipes comme Marex, comme GoExport, comme Saldeo et comme d'autres dans le monde ont du personnel qui localement peuvent soutenir du développement des ventes. Donc, ça peut faire partie d'une stratégie, sachant que les déplacements vers les marchés d'exportation, les visites de nos clients, les foires commerciales, tout ça va être modifié ou en tout cas suspendu pour une période plus ou moins longue que l'on ne connaît pas. Donc, c'est un bon moment également pour intégrer
intégrer ces stratégies-là au maintien de nos activités à l'international, mais aussi au développement de nos activités sur des marchés internationaux, alors qu'on sait très bien que les marchés internationaux vont offrir une panoplie de nouvelles opportunités pour les entreprises et même de nouveaux marchés d'exportation sur lesquels on ne travaillait pas au mois de février dernier vont permettre des opportunités pour les entreprises de services manufacturiers ou de technologie. En termes d'opportunités, je vous en parlais, évidemment, on cible, il y en a beaucoup d'opportunités, mais évidemment, je vous en parlais, les nouveaux marchés. Donc, il y a une demande qui se crée, qui est très, très forte, on le sait, dans le domaine de la santé, des équipements de protection et autres. Pour certains clients, c'est de bonnes opportunités. Mais il y aura aussi d'autres demandes. Nous, on a exploré avec des clients, par exemple, dans le secteur agroalimentaire, dans la cybersécurité, dans la construction, que ce soit les matériaux, le service, l'ingénierie ou autre. Et on se rend compte qu'il y a une demande qui est à la hausse et qui va demeurer à la hausse pour des produits de première nécessité, des commodités ou même des services en particulier. Évidemment, on pense que dans plusieurs États, tout comme en Europe ou au Canada, les gouvernements vont accélérer, par exemple, les projets d'infrastructure ou autres grands projets qui vont permettre à des PME ou à des entreprises de services de biens ou de produits de tirer leur épingle du jeu. Donc, ça peut être une belle opportunité pour plusieurs secteurs d'activité. Puis aussi, je dirais malheureusement ou en fonction de la concurrence. Donc, vous savez, vous avez des concurrents qui auront plus de difficultés au lendemain de la crise ou qui devront se repositionner et qui pourraient vous permettre d'aller chercher de nouvelles opportunités. Idem sur le plan de l'approvisionnement, pas besoin de nous épancher très, très longtemps sur le fait que la chaîne logistique et demeurera modifié pour une longue période. Puis aujourd'hui, par exemple, on voit en Chine des entreprises qui récemment fabriquaient des couches, aujourd'hui fabriquent des masques. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi les centaines de milliers de transformations d'entreprises qui vont, suite à la crise, possiblement continuer dans des secteurs d'activité diversifiés, donc qui vont venir aussi modifier les approvisionnements à travers le monde. Puis là, je parle des masques, mais on peut parler de plusieurs secteurs, évidemment. D'autres opportunités qui vont se pointer à l'horizon et sur lesquelles je pense qu'on peut réfléchir en termes stratégiques, c'est l'éventuel développement de partenariats, de joint venture sur des projets, évidemment de fusion-acquisition pour des entreprises qui pourraient être positionnées pour profiter d'opportunités qui pourraient se présenter sur certains marchés qui vont être en profonde transformation, mais évidemment, ça pourrait accélérer pour certaines entreprises des objectifs de partenariat divers avec des entreprises étrangères ou sur de nouveaux marchés. Alors, Gilles. Oui, donc pour compléter ce que nous a dit Louis-Philippe, on peut aussi appliquer ce que nous appelons le principe des 4 R, c'est-à-dire une stratégie en 4 étapes. D'abord, revoir sa stratégie à l'export. Donc, comme l'a déjà expliqué Louis-Philippe très bien, donc il faut changer ses modes de communication. On ne part plus aujourd'hui prendre l'avion avec une documentation papier. Un exemple que l'on peut citer, c'est un de nos exportateurs, donc producteur de machines industrielles dans le domaine de l'électronique, qui aujourd'hui a pu effectivement disposer d'un film vidéo sur ses machines, sur sa société, qui est présenté dans le monde entier, soit par l'envoi de ces films, soit par des webinaires à des groupes qui sont situés aussi bien au Mexique qu'à Singapour. Donc ça permet effectivement de pouvoir développer des contacts beaucoup plus rapides, beaucoup plus simples, et surtout des choses qui permettent de pouvoir avoir un lien direct avec le client. Et tout ça, bien entendu, toujours dans des secteurs du type santé, le médical, le digital, tout ce qui est l'énergie et tout ce qui est le télécom. Ensuite, on se dit, quels sont les nouveaux marchés vers lesquels il faut se tourner? Où puis-je rebondir? On en a déjà parlé, l'Europe, la Scandinavie, les zones germanophones, la partie nord de l'Europe de l'Est, aujourd'hui déconfinée, notamment la Pologne, l'Asie, la Chine bien évidemment, mais les pays de l'ASEAN, parce que c'est vrai que la Chine représente encore aujourd'hui à peu près 28% du commerce mondial,
mais on s'aperçoit que dans des pays comme le Vietnam, par exemple, ou la Thaïlande, on a encore beaucoup de demandes pour certains produits, notamment dans le domaine de l'électronique ou de la santé. Et puis évidemment, dans l'Afrique subsaharienne, dont on a parlé tout à l'heure, où on reçoit régulièrement encore des demandes pour l'électrification, pour des produits de santé. Ensuite, il faut quelquefois pouvoir se réinventer. Comme dans l'exemple que donnait Louis-Philippe tout à l'heure, nous avons, nous, une société, un exportateur qui est une société d'injection plastique qui aujourd'hui produit certaines parties d'un nouveau type de masque, donc qui est du type FFP2, donc en plastique, qui sera sur le marché très bientôt. Tout ça en collaboration notamment avec le CEA à Grenoble et avec Michelin. Et aujourd'hui, il tourne pratiquement en 3/8 pour ce type de produit. De même, une société qui transformait des mousses dans différents types d'industries, c'est aujourd'hui principalement tournée vers la fabrication de mousses pour des lits de réanimation et a pu effectivement donc décrocher un très gros marché d'export en Allemagne. Et puis bien entendu réagir parce que il faut faire ça très rapidement puisque le déconfinement commence. Au jour d'aujourd'hui, l'industrie commence à redémarrer. Les personnes retournent au travail et pour ça, bien entendu, il faut pouvoir disposer des forces disponibles, de spécialistes et principalement, on peut les trouver notamment dans tous les spécialistes de l'externalisation. Donc, l'export externalisé a beaucoup d'avantages. C'est qu'on peut effectivement, je dirais, mobiliser tout de suite des forces de travail et du personnel pour pouvoir compléter et modifier sa stratégie. On élimine le risque du recrutement un petit peu aléatoire où je me suis trompé, ce n'est pas la bonne personne. Là, on a affaire à des personnes qui ont une expérience longue et variée. En plus, la totalité généralement de la fonction export est prise en charge par donc les sociétés de services qui proposent effectivement une externalisation. Et en plus, on a une flexibilité unique. Cette flexibilité, elle est représentée, par exemple, par ce qu'on fait dans ce webinaire. Si Gilles ne peut plus prendre la parole, eh bien c'est Louis-Philippe qui la prend et qui peut continuer exactement le même argumentaire. Et je te laisse la place justement si je ne suis plus disponible. Voilà. Donc effectivement, de ce côté-là, on a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place. Et en plus, en France, d'une manière plus générale, on a, tout comme on l'a vu tout à l'heure en Amérique du Nord, toute une série, une batterie de mesures qui ont été mises à la disposition des PME et des ETI pour développer leur export, notamment par BPI, que je ne vais pas reprendre au point par point ici, mais qui notamment au travers de l'assurance prospection peut amener très très rapidement, je dirais, un financement important pour le redémarrage des activités à l'export. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire au jour d'aujourd'hui. Est-ce que tu as encore un mot de conclusion peut-être, Louis-Philippe, là-dessus? Sans ajouter au contenu de la présentation, on va plutôt laisser du temps s'il y a des questions, des interventions, évidemment. Bien sûr. Mais te remercie, Gilles, remercie tout le monde pour leur participation, Marex, Salvéo également. Donc, on est prêt à répondre à vos questions, interrogations. Je pense que on va rendre aussi la présentation disponible. Je ne sais pas de quelle façon, là, ça pourrait être précisé, je pense, par Sarah ou Aurélien ou par courriel, peu importe. Donc, voilà. Oui, je voulais également remercier tout le monde pour leur attention et puis dire qu'on a pris effectivement beaucoup de plaisir à partager ces informations avec eux et que j'espère surtout qu'elles vous seront utiles. Et puis donc, nous attendons vos questions et on va essayer effectivement de pouvoir y répondre de la meilleure des manières. Voilà. Ok. Alors voici, donc pour répondre à la toute première question, oui, en effet, le replay ainsi que cette présentation vont vous être envoyés par email, soit plus tard dans la journée, soit au plus tard demain matin. Et puis, on va pouvoir poser les premières questions que nous avons eues. En attendant, surtout, n'hésitez pas, si dans le chat vous souhaitez en poser d'autres, c'est le moment. Donc tout d'abord, une première question qui concerne l'exploitation minière. Quid d'un effondrement de l'offre, point d'interrogation. Si les clients sont en récession, est-ce que cela va impacter les vendeurs canadiens ou non? Fort probablement, oui. Là, je ne suis pas économiste.
ou bien je comprends pas bien la question, mais c'est sûr que ça peut avoir un impact, effectivement. Là. D'accord. De toute façon, voilà, il y a les emails, hein, si vous souhaitez bien sûr aller plus Oui, loin tout à fait. là-dessus, Ouais. peut-être sur lpbourgeois@goexport.ca. Alors une autre question de Charles-Henri qui nous demande: j'avais compris que le Maroc était cité en exemple pour l'anticipation et des mesures prises dans la lutte contre l'épidémie. Ces mesures sanitaires, mesures sociales, mesures économiques et financières. Donc voilà, est-ce que, Alors, en comparaison à ce que tu as dit tout à l'heure, Gilles? oui, alors le Maroc a pris effectivement un certain nombre de mesures de confinement et aussi des mesures, je dirais, économiques et financières pour protéger son économie. Par contre, donc ils sont quand même parmi les leaders, je dirais, c'est triste à dire, mais les leaders dans le nombre de décès en Afrique. Je crois qu'ils se placent au numéro 3 avec pas loin de 3000 morts, qui sont à comparer à quelques centaines de morts dans les pays subsahariens. Néanmoins, il est sûr que l'action du gouvernement marocain a effectivement limité très très fortement l'impact du Covid sur place. Mais toujours est-il que le Maroc est un pays très ouvert et malheureusement son ouverture fait que aussi il est sûrement beaucoup plus perméable, je dirais, à la dispersion du Covid sur son territoire. Mais il est vrai que dans ce cas-là, les autorités marocaines ont fait quand même ce qu'il fallait pour limiter un petit peu la pandémie. D'accord, merci pour ces éléments. Une autre question de Joris: est-ce que la définition d'une stratégie et la feuille de route numérique fait partie des priorités de vos clients pour leurs besoins d'internalisation? Pour leurs besoins d'internalisation? Oui, je pense que c'est plutôt le contraire hein, qu'il voulait être dit. Plutôt d'internationalisation plutôt, je suppose. Oui, pardon, oui, c'est ça. Ouais, non, c'est moi qui l'ai mal lu. Oui, bah ça je peux confirmer. La plupart de nos exportateurs aujourd'hui travaillent sur de nouvelles politiques de communication et de digitalisation de leurs outils commerciaux, de manière à pouvoir les utiliser, bien entendu, lors de webinaires, lors de webconférences, lors effectivement de salons commerciaux à distance, tels que Louis-Philippe les citait tout à l'heure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une politique de digitalisation du marketing au sein de chacun des exportateurs, c'est vraiment une priorité. Je pense effectivement, puis peut-être pour un complément d'information, si des entreprises ont à offrir ça dans certains secteurs, des stratégies, ce type de stratégie-là, tout comme on tente de le faire avec chacun de nos clients, c'est de bien s'adapter à chacun des secteurs d'activité. Des entreprises qui sont déjà bien organisées, bien équipées pour faire face à la pandémie, au travail à distance, au télétravail, à la continuité des activités. D'autres entreprises sont beaucoup moins bien préparées à ce genre à cette crise-là et surtout à une transformation interne vers le numérique. Donc, il faut à la fois être prudent, mais aussi à la fois être je dirais, stratégique dans l'approche auprès de ces entreprises-là. Et il demeure que de la résistance au changement qui, dans certains secteurs d'activité, qui est très présent. D'accord, merci pour ces éléments. Une autre question d'un ami à nous, Arnaud Laurent de Allwins, qui nous demande quid du financement et de l'éligibilité aux aides? C'est plutôt une question pour Gilles. Oui, alors effectivement, au niveau du financement, je dirais que là, on est surtout sur des bases qui sont données par BPI principalement en ce qui nous concerne, puisque on va surtout essayer de financer, je dirais, le rebond de chacun de nos exportateurs ou de nos futurs exportateurs par, je dirais, la possibilité d'obtenir notamment des assurances prospection et bénéficier des 50% disponibles rapidement, de manière à pouvoir démarrer la prospection très très rapidement. Alors après, en ce qui concerne l'éligibilité des financements, il faut surtout s'assurer d'une manière générale que les sociétés sont d'abord à capitaux français principalement, et ensuite sont des sociétés de production qui amènent une certaine valeur ajoutée sur le territoire français, et qui ont quand même, je dirais, des données financières qui leur permettent d'avoir un avenir à moyen ou à long terme.
Et ça, c'est quand même relativement important pour pouvoir être éligible sur ce genre de choses. Voilà ce qu'on peut en dire. Ok, merci pour ces éléments. Alors, du coup, on a encore trois questions. Une première, encore une fois, de Arnaud, qui nous demande, peut-on imaginer un mix entre exportation internalisée et externalisée? Et si oui, comment arbitrer entre les deux? Alors, je peux commencer peut-être à répondre, Louis-Philippe. Je pense que oui. Tout d'abord, après, tout dépend, je dirais, de la disponibilité des ressources que l'on a à l'intérieur de son entreprise. Si l'entreprise n'est pas du tout exportatrice, je dirais qu'au départ, l'externalisation paraît être la meilleure solution pour ensuite éventuellement déboucher sur un mix. Parce que l'externalisation peut, dans certains cas, lorsqu'elle est très très réussie, donc déboucher sur des coûts d'amortissement de cette fonction export qui sont relativement exorbitants et qui peuvent être remplacés avantageusement par donc un service intégré. Et à ce moment-là, le service externalisé peut lui continuer à développer de nouveaux marchés, de nouveaux produits. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'on peut principalement, je dirais, être le juge de paix sur internaliser ou externaliser. Par contre, il est clair que à coût égal, le service export externalisé, lui, va rassurer parce qu'on a affaire à un certain nombre de spécialistes qui sont immédiatement disponibles, qui représentent bien entendu une flexibilité, comme on le disait tout à l'heure, et qui en plus vont éviter le problème à la fois de ce qu'on peut appeler le one-man show et puis du problème du choix dans le recrutement ou de l'erreur de recrutement. Donc, a priori, ça c'est dans le cas d'un primo-exportateur. Dans le cas d'une société déjà exportatrice, très souvent, en tant que Marex International, nous sommes venus en appoint des services export existants, simplement parce que le service export a soit, excusez-moi l'expression, un trou dans la raquette, parce que il n'y arrive pas sur le marché africain ou sur le marché allemand pour des questions linguistiques ou pour des questions d'expérience. Et donc là, généralement, les deux services, généralement, font très bon ménage et on avance ensemble dans la même direction. C'est aussi une autre possibilité. Voilà d'une manière générale. Je me permettrais d'ajouter, il est évident que le succès d'une entreprise à l'exportation va reposer sur, quand on choisit d'externaliser une partie des opérations à l'international, va reposer sur la collaboration entre ce qui est externalisé puis internalisé, évidemment. C'est difficile de réussir pour nous, c'est difficile de réussir pour une entreprise s'il n'y a pas cet esprit de collaboration-là. Dans un premier temps. Ce que nous, on soulève toujours à nos clients, c'est l'aspect stratégique par rapport à l'aspect opérationnel, puis qu'est-ce qui apporte de la valeur ajoutée à l'entreprise, de quelle façon on apporte de la valeur ajoutée. Quelqu'un à l'interne va souvent apporter beaucoup de valeur ajoutée sur la stratégie à mettre en place, alors qu'il va en apporter beaucoup moins au niveau des opérations à exécuter pour réussir les ventes à l'international ou la croissance à l'international. Donc, c'est là que l'externalisation devient, où on devrait se poser la question sur où est-ce que le service externalisé nous apporte une belle valeur ajoutée qu'on n'a pas nécessairement à l'interne ou qu'on ne développera pas à l'interne. Puis je mentionnerais aussi surtout en ce moment, internaliser entièrement les opérations. On parle d'export, on peut parler d'autres choses, on peut parler de marketing, on peut de d'autres fonctions dans l'entreprise où on a des choix à faire entre l'interne et l'externe ou un mix des deux. Mais il faut réfléchir en ce moment au coût d'acquisition de personnel, au coût de formation, puis à l'engagement également qu'on a envers du personnel sur du plus long terme. Alors que si on externalise une partie de nos opérations, du développement des affaires à l'international, ben, on réduit un peu ces risques ou ces coûts-là qui peuvent être assez importants pour l'entreprise, surtout s'il y a un cycle de formation qui est plus ou moins long pour du personnel qui pourrait être appelé à développer les marchés internationaux. Ok, merci pour ces éléments. Alors, on va terminer encore avec deux petites questions. Une première de Olivier qui nous demandait
Je demandais si les US bloquant les échanges high-tech avec la Chine, le Québec pourrait-il en profiter grâce à son expertise dans ce secteur? Je dirais oui. Oui, en partie. Évidemment, on profite déjà des relations privilégiées qu'on a avec les États-Unis. On est dans un ensemble économique intégré de libre-échange. Évidemment, la position, je dirais, principalement du président américain face à la Chine favorise certaines entreprises québécoises ou canadiennes. Par ailleurs, là où les limites, c'est sur le type de services ou de technologies qui peuvent être vendus par les Chinois versus qui peuvent être vendus par les Canadiens. Donc, on est des fois dans des sphères d'activité où on a une offre de service qui est très différente, où on n'arrive pas à répondre entièrement à la demande américaine, étant donné qu'on n'a pas nécessairement la technologie ou des services propres à la demande américaine. Mais oui, c'est effectivement notre proximité, l'accord de libre-échange, notre historique évidemment d'échange avec le marché américain et le fait que 70% de nos exportations ou presque soient destinées au marché américain favorise le Québec comme étant soit un tremplin ou une rampe de lancement assez intéressante sur le marché américain. D'accord, merci beaucoup pour ta réponse. Alors, il reste encore des questions, mais peut-être qu'on y reviendra par échange d'emails, puisque vous allez tous recevoir d'ici moins de 24 heures un email avec les coordonnées de Louis-Philippe et Gilles, ainsi que la présentation et le lien du replay pour les différentes personnes qui le demandent dans le chat. Ce sera également l'occasion pour Hugues, Cécile et tous les autres qui se posent des questions supplémentaires de les aborder directement avec vos deux conférenciers. Donc voilà pour la partie des questions-réponses. N'hésitez pas à suivre Marex, GoExport et l'ensemble de l'environnement international sur LinkedIn notamment pour être informé des prochains webinars. Et encore une fois, si vous souhaitez prendre contact, vous avez les deux adresses mail qui s'affichent actuellement à l'écran. Le mot de la fin, messieurs? Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Comme je vous l'ai dit, nous avons pris beaucoup de plaisir à partager ces informations et aussi à les collecter. Et n'hésitez surtout pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition. Merci et à très bientôt dans tous les cas. Oui, merci à tous et à très bientôt. Puis on attend, n'hésitez pas à nous contacter pour vos questions, recommandations ou autres. Ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous. Très bel après-midi à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.